Moi je te suis, tu me dis comment tu commences, comment je... On commence comme ça. On commence comme ça. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Valentine Nogalo, improvisatrice, et qui a fait son mémoire sur la pratique théâtrale improvisée en France et au Québec. En fait, tu es comédienne, improvisatrice, tu travailles pour le trophée d'improvisation. D'improvisation, qui est un championnat national d'improvisation théâtrale pour les collégiens, un championnat national de match d'improvisation théâtrale. Et on travaille avec 16 compagnies en France qui sont réparties sur tout le territoire. Donc, comme on se l'est dit, on travaille avec des Toulousains, on travaille avec la ville de Nancy, on travaille avec la ville de Limoges, de Lille. Donc vraiment 16 villes en France. Et c'est un trophée qui a été créé en 2010 et qui est à sa 8e édition aujourd'hui. Oui, je valide. Alors pourquoi je travaille là-bas peut-être pour commencer. Moi j'ai commencé l'improvisation théâtrale, j'étais adolescente. Et à la base, je prenais des cours de théâtre à texte, de théâtre classique. Et à chaque fois, avant de répéter les pièces de théâtre, on commençait par des exercices d'improvisation théâtrale. Donc on avait notre professeure Fanny Brisson. On la salue. On la salue, Fanny Brisson, qui nous initiait à l'improvisation théâtrale. Mais finalement, en fait, on faisait que des restitutions de théâtre à texte. Donc c'était pas une fin en soi de faire l'improvisation théâtrale. Mais déjà, quand j'étais adolescente, ça m'a pas mal... ça m'a rendue très curieuse et je me suis dit, mais c'est intéressant en fait cet exercice-là. C'est là, unique. Si? C'est la planche. Vous avez la chance d'avoir un grand verre. Ah, merci. Santé. Santé. Et voilà. Alors, on boit une petite gorgée parce qu'il fait chaud à Paris. À Montmartre plus particulièrement. Oui, on est où exactement là? Rue des Trois Frères et rue Ravignan. Exactement, et on a une super belle vue sur les Hauts de Paris. On a de la chance. Mais non seulement tu... Oh, ok, attends. Tes débuts, et on revient à tes débuts. Tu faisais des exercices d'improvisation, puis à un moment donné, tu as fait... Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais moi, le théâtre, ça me plaît énormément. Et ce qui me plaît encore plus, c'est l'improvisation théâtrale. Et j'ai fait un stage au cours Florent pendant 1 mois, quand j'avais 18 ans. J'ai continué le théâtre en parallèle. Et c'était un stage dédié à l'improvisation théâtrale. Et je l'ai fait auprès de Mélissa Broutin, qui était professeure au cours Florent. Et à l'issue de ce stage, je me suis dit, j'ai envie de commencer ma carrière de comédienne, enfin une formation de comédien. Et j'ai intégré les cours Florent. Sauf que j'ai très vite arrêté parce que mes parents me mettaient un petit peu la pression en me disant, mais attends, tu vas pas être comédienne, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, non, il faut que tu fasses des études. Donc du coup, j'ai arrêté les cours Florent, je me suis réorientée en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle. Okay. Et c'est là que j'ai commencé une licence en médiation culturelle. Tout en continuant à jouer dans des troupes d'improvisation théâtrale parisiennes, particulièrement au Double Show, qui était un spectacle qui a été créé par la compagnie d'improvisation Les E. Et je voulais continuer l'improvisation en parallèle de mes études et j'ai intégré les cours impronautes de la compagnie E. Okay. Et on faisait principalement du long format. Et moi j'adorais ça, je trouvais ça super de créer une histoire entièrement improvisée et de comprendre en fait qu'improviser ça s'improvisait pas et qu'il y avait pas mal de structures à apprendre, de règles à intégrer pour mieux s'en affranchir et qu'en fait improviser c'est savoir écouter l'autre, construire avec l'autre, c'est être force de proposition, voilà, toutes ces règles-là, ces règles ou ces principes, même je dirais ces valeurs en fait qui font qu'on peut improviser en collectif. Et donc je continue avec la troupe d'improvisation j'ai jamais fait partie de cette troupe-là, mais j'ai pris des cours avec eux.
Et en parallèle, j'ai découvert tout le monde de l'improvisation théâtrale parisien. Et voilà. Et dans le cadre de mes études, il fallait que je fasse un mémoire en master, donc j'ai continué jusqu'au master. Et je me suis demandé, mais sur quoi je pourrais faire mon mémoire et j'ai choisi l'improvisation théâtrale. Plutôt le match, par rapport au trophée, non? Alors ça, c'est encore autre chose, mais ma recherche première, c'était les enjeux de l'enseignement de l'improvisation théâtrale dans le milieu scolaire. OK, mais non, donc, mais c'est ça, là, en fait, c'est un peu pour ça que je me suis dit, j'aimerais ça qu'on discute ensemble, parce que d'avoir quelqu'un qui a recherché activement dans cette avenue-là, moi, je veux savoir ce que tu en as retiré sans me taper ton mémoire. Alors, pour se taper mon mémoire, il faut le lire, c'est mieux. Il y a quand même 200 pages à lire, mais... Allez le lire. Alors, je parle effectivement du match d'improvisation théâtrale, mais pas que. J'évoque aussi plein d'autres formats d'improvisation théâtrale, comme le cabaret, comme le long format, comme aussi le théâtre d'Augusto Boal, le théâtre Forum, qui a des parties improvisées. Et j'étudie aussi le match d'impro et son émergence, puisque en fait, comme pas mal de personnes le savent, l'improvisation théâtrale s'est vraiment diffusée, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans mes recherches, par le match d'improvisation, c'est-à-dire qu'il a très vite été télédiffusé à la télévision. Ouais. Et que c'est moi, je suis un enfant de l'impro par rapport à la télévision. Je dis souvent que j'avais le droit de me coucher plus tard pour regarder des matchs. T'as bien de la chance. Oui. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est importé rapidement en France avec le Théâtre de l'Unité. Jacques Lichvin et Hervé Delafont qui ont créé la LIF, la Ligue d'improvisation française, qui après est devenue la LIFI, et après c'est divisé entre si je me trompe pas, la Ligue majeure d'improvisation et la LIFI d'aujourd'hui. Mais là ici, ça fait des petits, là. Il y en a partout des ligues. Et maintenant il y a énormément de ligues et beaucoup de compagnies aussi théâtre qui font pas du match d'impro, qui font du cabaret, du long format, etc. Mais là, attends, le cabaret, on parle souvent du cabaret, puis moi je pense que je sais ce que c'est, mais peut-être qu'on n'en parle pas de la même façon. C'est quoi exactement le cabaret? C'est plus quelqu'un qui a carte blanche qui donne des trucs aux comédiens qui jouent? Alors pour moi, le cabaret, déjà, je pense que c'est un format assez particulier où c'est des petites scénettes qui sont régies par des contraintes de jeu. C'est plus comme du Whose Line, la version britannique. Ouais, exactement. Okay. Je pense que ça vient de là, et puis si je me trompe pas sur mes recherches, j'avais du coup essayé de recontextualiser tous les mouvements d'improvisation théâtrale qu'il y a eu ces derniers siècles. Et en fait, à Chicago, qui est aussi une institution de l'improvisation théâtrale, on a eu Paul Sills, qui est le fils de Viola Spolin. Viola Spolin qui a beaucoup écrit. Podcast aussi, mais oui, qui lui a créé Second City. Et qui faisait de la forme cabaret à Chicago énormément. Et en fait, dans ce mémoire, j'explique, je retrace un peu l'histoire de l'improvisation théâtrale. Et pour moi, l'improvisation théâtrale, elle ne commence pas à Chicago, elle ne commence pas forcément au Québec avec l'impro théâtrale. Ça, c'est plus des périodes d'émergence de nouveaux formats. Mais en fait, on pourrait même se dire qu'elle a commencé dès l'Antiquité. Et qu'on est en fait aujourd'hui les héritiers de cette histoire de l'Antiquité, puisque dès l'Antiquité, il y avait les atlanes romaines, qui étaient des comédies improvisées avec des masques, et où on avait des canevas, des personnages types. Et en fait, on dira plus tard que la Commedia dell'arte, elle s'est inspirée de cette comédie grecque-là, et qu'elle a créé à partir de ça la comédie qu'on connaît, la comédie de Tréteau, qui s'est baladée pendant tout le XVIe siècle dans les villages, devant les églises, même dans les institutions, et qui a inspiré aussi beaucoup d'auteurs qu'on connaît, comme Molière, Shakespeare, et Marivaux, qui est un grand fan de la Commedia dell'arte, et qui a même écrit une pièce de théâtre pour cette compagnie-là. C'est drôle, ça revient, je veux dire, moi j'ai fait un podcast dernièrement, dans la saison dernière, avec Raymond Cloutier, qui était du Grand Cirque Ordinaire, qui avait fait
qui eux aussi travaillaient d'improvisation. Puis lui, il me parlait de Molière, comme quoi ça se pouvait pas que quelqu'un écrive des choses aussi vraies. Ça partait de l'impro aussi, ça devait... il y avait sa troupe de comédiens avec qui il travaillait des trucs. Puis c'est ça, en écoutant d'autres podcasts aussi, on parle du terme improvisation qui apparaît plus en 1600, quelque chose du genre. Ouais. Et l'improvisation, donc au XVIe siècle, elle est vraiment un objet de représentation. Donc elle est jouée devant un public avec la commedia dell'arte. Pareil durant l'Antiquité avec les comédies grecques et l'Atlante romaine. Et puis en fait, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, c'est vraiment un outil d'écriture au plateau. Donc, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs, donc Molière, Marivaux, même Shakespeare, vont demander à leurs comédiens d'improviser à partir de canevas, de personnages. Et c'est à partir de ça qu'ils vont écrire leurs pièces de théâtre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'utilisation de l'improvisation théâtrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment dans les années 70, en 77, avec les créations du match d'impro, et dans les années 50 également à Chicago, c'est vraiment un outil de représentation, alors qu'avant c'était plus un outil d'écriture, de travail, d'écriture au plateau. Mais on a encore des auteurs français, notamment je pense à Joël Pomera, qui écrit ses pièces aujourd'hui en demandant à ses comédiens d'improviser et en leur demandant... au Québec aussi, on a... Et vous aussi, j'imagine j'imagine partout. Partout, en fait. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui travaillent à partir d'improvisation puis qui s'inspirent de ça pour écrire des textes. Même, en fait, si on se rapproche du théâtre, de plus des sketchs de scénettes aux États-Unis où tu as des troupes d'improvisation qui font de l'impro, puis après ça, retravaillent leurs textes pour en faire des numéros par la suite. Ça, c'est quand même assez courant à New York ou exactement. Dans les cabarets. Ouais. Et c'est ça qui me passionnait, c'est de savoir, en fait, de retracer cette histoire-là, de recontextualiser cet outil-là, cet objet de représentation, mais aussi de l'élargir à... qu'est-ce que ça va créer chez le jeune public? Moi, vraiment, dans ce mémoire-là et dans mon étude, vu qu'on était en médiation culturelle dans le cadre de mes études à la Sorbonne, fallait que je l'applique à un public. Et ça m'a toujours intéressée d'enseigner l'improvisation théâtrale à un jeune public. Et dans le cadre de ce mémoire, de ce master, je suis allée voyager 1 an au Québec. À Montréal, plus particulièrement. Ah oui, je connais. J'ai pas fait tout le Québec, mais Montréal. Et donc j'ai fait ma petite étude empirique. Donc je suis allée rencontrer Mathieu Lepage de la LNI, qui m'a accordé un entretien. J'ai rencontré également Roberto Sierra, Mathieu Lepage aussi, qui m'a parlé de toi et de ton... Après, je pense que toi, tu sais mieux que lui ton rapport à l'improvisation, mais quels effets l'improvisation elle pouvait faire auprès du jeune public? Ouais. Moi, j'ai la chance de donner plusieurs formations j'en donne à au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, puis il y a quelque chose de... c'est ça, je pense que le match fonctionne beaucoup parce qu'il a été démocratique. Je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour faire un spectacle. Il faut juste un peu de volonté, puis on peut faire semblant qu'on a des bandes et jouer. C'est peut-être ça qui a attiré le plus, mais sinon, l'impro en général, moi, quand je vais donner des ateliers, je vais pas donner je veux pas nécessairement dire, quand tu fais ça, c'est une punition. Je vais plus aborder les fondements. Puis, on voit que ça leur parle aussi de se libérer, de parler un peu de ce qu'ils ont vécu, de le travailler autrement, ou de jouer quelqu'un avec qui ils ont des rapports, ou de s'inspirer de leur vie. Et c'est ce que j'ai remarqué en voyageant à Montréal, c'est qu'en fait, il y avait une pratique vraiment accrue du match d'improvisation théâtrale, plus particulièrement parce que c'est là-bas que ça a émergé. Et je partais avec le fantasme de me dire, mais en fait, c'est hyper institutionnalisé, c'est reconnu par les pouvoirs publics, tout le monde pratique, machin. Et dans le cadre de ma recherche, je me suis rendu compte que non. Non, c'est ça. Et Mathieu me disait Mathieu Lepage, en fait, c'était plus difficile que ça. Il y a un peu de bruit.
Et en fait, j'ai vécu un peu la désillusion en arrivant là-bas. Ouais, Alors, je peux comprendre. il y a une pratique effectivement qui est hyper forte là-bas, où tous les cégeps se rencontrent. J'avais intégré une ligue québécoise étudiante, la nouvelle ligue d'improvisation. Oui, la NLI. La NLI. C'est très difficile à dire. Et pas la LNI. Et Ouais. c'est marrant parce que quand je suis revenue à Paris et que j'ai dit oui, j'ai intégré la NLI là-bas, tout le monde pensait à la LNI. Alors que je n'aurais pas la prétention en un an de rejoindre la LNI, bien évidemment. Ouais. Et en fait, il y a une réalité qui est autre, j'ai l'impression, lorsque j'ai étudié ça, qui est que, non, l'improvisation théâtrale, il y a quand même une scission entre la culture légitime au Québec, du théâtre à texte, et l'improvisation théâtrale qui, par exemple, la LNI fait appel à des sponsors Oui, maintenant, oui. pour survivre, c'est un peu rude comme terme, mais pour... Ouais. Ouais. Survie. ouais. Exactement. Et j'avais vu aussi qu'en 2016, il y a un manifeste de la LNI qui était sorti Oui. pour que l'improvisation théâtrale, le match d'impro, soit reconnu comme une culture à part entière. C'était Mais l'impro en général. Je pense qu'ils ont... en fait, ils veulent plus avoir le même statut que le cirque je dis il, mais je suis dans la LNI aussi. C'est plus d'avoir le même statut que le cirque peut avoir. Les arts du cirque, ça regroupe plusieurs types de spectacles. Eux aimeraient avoir... encore là, je dis eux. Mais on aimerait, je crois, tous les improvisateurs et comédiens de théâtre d'impro avoir une reconnaissance de ce côté-là, de faire... c'est une façon de jouer, c'est un type de représentation qui n'est pas théâtre à texte conventionnel et de se faire avoir aussi l'argent qui est dû par rapport à notre discipline. Mais il faut savoir que, en tout cas, nous les Français, on a une vision, comme je disais, un peu... on fantasme la place et la considération qu'a l'improvisation théâtrale au Québec, alors que on se rend compte qu'il y a des réalités qui sont complètement différentes. Et que c'est aussi une discipline qui est en lutte pour sa reconnaissance. Et ça, c'était intéressant de découvrir ça. Bien qu'il y ait une pratique très forte chez les jeunes, dans les cégeps, dans le secondaire, même dans le primaire, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si simple de... Ouais, je pense que moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Ah, je t'écoute alors. Non, mais tu vois, c'est basé sur le hockey. Le hockey, chez nous, c'est quand même quelque chose de gros. C'est presque une religion. Moi, je veux dire, je suis pas fan du tout du hockey, puis je sais si le Canadien de Montréal gagne ou perd et qui est échangé parce que je l'entends partout. Mais au Québec, quand tu veux jouer au hockey, tu fais hey, on va jouer au hockey, on va à l'extérieur et on joue. Et c'est un peu ça qui s'est passé avec l'impro, c'est-à-dire hey, on joue, oui, allons-y. Et je pense que ce mouvement-là a été tellement fort que maintenant, pour le public, le grand public, l'improvisation, c'est pas nécessairement la LNI. Du moins, le match d'improvisation, c'est pas nécessairement la LNI, mais plutôt le match amateur. Je veux dire, quand il y a des gens qui font « Oui, j'ai déjà joué » ou « Ah, tu fais la LNI? Oui, j'ai déjà joué. Ah, j'ai vu ma nièce jouer. » Tu fais « Oui, mais tu vas pas comparer le match de ta nièce à un spectacle qui est réfléchi qui a une mise en scène, qui a un metteur en scène qui nous donne des directives et qui avec des gens qui font ça professionnellement, c'est comme dire, je l'ai écrit dans un billet de blog, mais c'est comme dire, ouais, le violon, j'aime pas trop ça, mon neveu en joue, mais tu dis pas ça à un violoniste de l'orchestre de Montréal. Donc c'est ça, il y a l'esprit amateur qui est très présent.
qui est une bonne chose dans le fond. Je veux dire, c'est ça donne une proximité au jeu. Mais après ça, quand on veut se rendre plus loin puis aller dans quelque chose de plus approfondi, ben les gens ils adhèrent moins. Mais pourtant cette année la LNI ça fonctionne super bien, les salles sont combles. Ouais, j'ai entendu ça. Vous jouez toujours au Club Soda Ouais. ou... Ok. Ouais, c'est cool. C'est ça. Mets-toi là. Mais moi. Oui. Et là alors, tu joues. alors, je joue. Je suis pas comédienne professionnelle. Parce que mon métier aujourd'hui, c'est d'être coordinatrice pour le trophée d'impro culture et diversité, donc un championnat national d'improvisation théâtrale pour les collégiens qui est parrainé par Jamel Debbouze. Ouais. Donc mon métier, c'est ça, c'est On que... le salue. On le salue. Donc c'est ça, c'est de coordonner des événements, coordonner les rencontres entre les collégiens partout en France et préparer la finale qui se déroule aussi à Paris. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de diffuser cette pratique-là auprès du jeune public. Et pourquoi ? C'est parce que moi, je suis convaincue. Pratiquer l'improvisation théâtrale, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir aux autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça opère comme un outil de médiation culturelle. C'est-à-dire que dans le match d'impro, on voit qu'il y a des catégories de jeux à la manière de Shakespeare, à la manière de Molière, à la manière de dramaturge, de Charlie Chaplin par exemple, de réalisateur. Et en fait, ça va créer... J'ai appris beaucoup de choses en faisant des à la manière. Et c'est ça. Ouais. Et je trouve ça génial parce que ça va pousser en fait le collégien, celui qui pratique l'improvisation, à se renseigner sur l'auteur, à s'instruire, à lire des livres, regarder des films. Échapper son dentier. En plus, il faut savoir qu'on est en pente, donc tout ce qui tombe descend dans les limbes parisiennes est irrécupérable. Mais c'est ça justement, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que toi tu ressors de tout ça. Bon, il y a l'aspect connaissance culturelle, l'ouverture sur les autres. Qu'est-ce que tu vois qu'on n'aurait peut-être pas vu d'après tes recherches et match, pas match confondus? Alors si on peut même sortir du cadre artistique, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'un point de vue scientifique. Okay. C'est-à-dire que... Vas-y! Oh my god! En fait, qu'est-ce que ça signifie l'acte même d'improviser? Ok. Et en sortant d'une scène, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on improvise? Et moi, je me suis intéressée aussi aux neurosciences. Ok. Et je sais qu'il y a un improvisateur, Mathieu Incelin, qui étudie ça et qui a écrit une thèse là-dessus sur les neurosciences, si je ne me trompe pas, et le lien à l'improvisation. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que donc il y a toutes ces valeurs qu'on a citées, l'écoute active, la construction collective, l'ouverture à l'autre, la prise de parole en public, la prise de risque aussi. Qui sont plutôt inhibés dans le système scolaire français où il faut réfléchir avant de lever la main, il faut vraiment faire attention, anticiper avant de participer en classe. Et en fait, l'improvisation, elle va à l'encontre de ça. Et d'un point de vue scientifique, si on rejoint en fait cette idée de censure, il y a un scientifique américain, Charles Limb, qui a fait une expérience. Il a mis un jazzman dans une IRM, c'est une espèce de grosse machine. Ouais. Il a allongé dedans. Il a mis des électrodes sur sa tête. Et il a analysé deux situations différentes. La première, une situation où le jazzman joue une partition déjà écrite. Et une deuxième situation où le jazzman va improviser. Et il a essayé de voir quels sont les... Seul, dans sa machine. Donc il avait... Peut-être qu'à deux, ça aurait été déjà différent, mais... Ah ouais. Alors déjà, il a regardé ça seul. Qu'est-ce que ça fait? Et il avait un petit clavier, si tu veux, sur lui dans la machine. Parce qu'il peut pas bouger. Parce qu'il peut pas bouger. Et il devait jouer allongé. Ce qui est très drôle. Ouais. Et ce scientifique, il s'est rendu compte que dans le cerveau, il y a plusieurs zones qui étaient sollicitées
et d'autres qui étaient inhibées, qui étaient inactives lors de la phase de l'improvisation. Alors, il a essayé de définir ces zones du théâtre du cerveau, pardon. Le théâtre vit en moi. Et il a vu que les zones qui sont liées à la censure, à la planification des tâches, à l'auto-analyse, pendant la phase de l'improvisation, ces zones-là étaient complètement inactives. OK. C'est-à-dire que l'improvisation, elle se manifeste même dans le cerveau. Et il s'est dit, en fait, un improvisateur, qu'il soit comédien, musicien, il peut mettre son cerveau dans une certaine prédisposition. OK. Et donc ça crée des connexions neuronales qui, sur scène, vont créer l'improvisation. Et aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que improviser, même tous les jours, c'est-à-dire être dans le oui et, être dans la collaboration, être dans l'écoute active, être dans tout ça, ça crée des manifestations dans le cerveau qui finalement on pouvait vraiment observer. Et ça n'est pas que des valeurs qu'on défend, c'est aussi des manifestations du coup qui sont scientifiques et qui se voient. Ah, c'est drôle parce que dans les dernières années, j'ai donné beaucoup d'ateliers avec les productions de l'Instable où j'en ai donné à des gens qui en avaient fait depuis longtemps, mais d'autres qui n'en avaient jamais fait. Puis il y avait beaucoup de... Ce qui ressortait, c'était comme un peu yoga cérébral ou yoga social de... Je viens faire une activité qui va faire en sorte que je vais délier des trucs que je comprends même pas, puis elle sera pas contente que je parle d'elle, peut-être pas. Ma co-directrice qui fait pas d'impro, ouais, aux productions de l'Instable, ma co-directrice Rachel, qui elle voulait pas en faire. J'ai dit viens faire la formation, tu vas voir. Je lui ai dit texto, faut que tu goûtes à ta sauce. Et donc elle a fait la formation et elle écrit des poèmes, tout ça. Et quand venait le temps de présenter ses poèmes devant un public, elle passé un moment terrible. Et après les ateliers d'improvisation, en fait, tout s'est délié. Je comprends pas, elle avait envie de revenir de semaine en semaine, de juste se lancer là-dedans, puis mais ça fait pas d'elle, elle veut pas devenir comédienne ou quoi que ce soit, elle n'a pas envie d'intégrer des troupes ou quoi que ce soit, mais ça a été pour elle un événement marquant dans le processus de création. De création, oui. Ouais. Je pense que le fait de se mettre en action, d'improviser, ça favorise aussi la créativité de l'artiste en fait. Improviser, c'est quoi? C'est partir de rien pour créer quelque chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Et toujours de ce point de vue scientifique-là, il y avait aussi un autre monsieur, un chercheur au CNRS, Édouard Grimaud, qui lui a fait une étude qui est pour moi passionnante. En fait, il a fait une étude sur un carrefour sans feu à Bombay, en Inde. OK. Et il a essayé de voir qu'est-ce qui se passait quand les personnes, les agents, les personnes dans ce carrefour-là improvisent. Qu'est-ce que ça crée, comment ils se débrouillent pour... Et en fait, il s'est rendu compte que l'écoute entre les agents était décuplée pour savoir qui passait à quel moment, vu qu'il n'y avait plus de feu pour réguler la circulation. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a parlé d'émergence d'intelligence collective. OK. Le fait pour lui, l'action d'improviser, collectivement, j'entends. Donc là, c'est différent du musicien seul dans sa machine en IRM. Il a observé que l'action même d'improviser, ça crée des intelligences collectives qui allaient collaborer ensemble pour créer de l'ordre dans un chaos initial, en fait. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de faire cette étude-là. Et finalement, sur scène, si on peut faire ce parallèle-là, quand on arrive à bien improviser, est-ce que c'est pas ça, finalement, de créer de l'ordre dans une histoire, créer de l'ordre dans une scène? Par exemple, on a des schémas
beaucoup d'improvisateurs connaissent, qui est par exemple pour le long format, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution. Donc on a des espèces même si on improvise, on n'est pas forcément 100% libre là-dedans parce qu'on a des schémas, un cadre qu'on se donne pour créer de l'ordre. Et je pense qu'une fois qu'on a intégré ces règles-là d'écoute, de construction, de tous ces schémas-là, on pourra mieux s'en affranchir. Et maintenant, on peut voir même des spectacles d'improvisation où tu as des improvisateurs qui ont tellement intégré ces règles-là pour improviser ensemble que du coup, ils peuvent dire merde à ces règles et dans tous les cas, ils y arrivent. Moi, je suis passé par là. Pendant 15 ans, on a joué le concept sans concept où on partait de rien, puis on jouait pendant 1h30, puis et notre but c'était que de défaire tout. Puis on s'est retrouvés là-dedans, puis on s'est... mais c'est drôle parce que tout ce que tu me dis, ça me fait penser à une scène dans La La Land. Ouais. T'as vu La La Land? Oui, je l'ai vu, ouais. Ouais, à un moment donné, le personnage féminin, je me rappelle pas de son nom, dit « Ah, le jazz, moi, j'aime pas ça. » Là, tu sais, c'est ce genre de truc qu'on met dans les fêtes pour que... Puis parle de Kenny G et tout ça. Là, il l'emmène dans un bar de jazz. Ouais. Et là, t'as des jazzmen qui jouent puis il fait « Regardez, là. » Tu vois, lui, il veut s'immiscer puis... Mais il connecte avec lui et je trouvais que c'était tellement une belle image de ce que moi, je veux faire en improvisation. Tu sais, je veux dire, on est tous là en même temps de faire comme... Et là, je me laisse aller, et là, je t'écoute, et là, on travaille ensemble, et là, on parle ensemble, et pour donner quelque chose de... Mais si tu as la chance de regarder cette scène-là, elle me parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'on peut carrément faire... vu que le jazz, c'est typiquement improvisé, quand on parle des jam sessions ou de ça, les musiciens aussi, ils doivent s'écouter pour créer un son harmonieux et pour créer une histoire, en fait, aussi, ensemble. Sinon, c'est la cacophonie très rapidement. Et en fait, ce phénomène-là, on l'observe aussi au théâtre, en improvisation théâtrale. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes même quand je pense aux arts du cirque. Quelqu'un qui fait du trapèze ou quelqu'un qui fait du trampoline, il doit vraiment écouter son partenaire pour pas tomber, il doit être à l'affût de tout et donc avoir une attention accrue et en même temps faire de l'artistique, créer. Donc, Mais, ok, à la lumière de tout ça, là, des recherches, tout ça, toi, qu'est-ce que t'as pas fait? Deux questions. La première, qu'est-ce que t'as pas fait en impro que t'aimerais faire? Ça, je le demande souvent, ça. Mais aussi, qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas été fait ou devrait être plus mis de l'avant? C'est une très bonne question. Je te remercie. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pas fait et que j'aimerais faire? J'imagine que c'est tout plein de choses parce que... Il y en a énormément. Moi, j'aimerais bien faire une comédie musicale entièrement improvisée. Que ce soit avec des musiciens, des chanteurs. Après, ça existe déjà. Oui. Mais ce serait un bon challenge en fait de voir comment on s'accorde même en chantant, en essayant de chanter, de pas chanter faux, d'écouter les musiciens, où est-ce que les musiciens nous guident. Donc ça j'aimerais bien, mais je le fais pas. Et pourtant je fais partie d'une compagnie qui s'appelle La Grimace et on a 2 spectacles. On a un long format improvisé. On est accompagné d'un musicien et un deuxième format qui s'appelle Le rythme dans l'impro, où c'est une comédie musicale improvisée et où il y a des passages des chanteurs. Et moi je trouve que ça me fait peur en fait de chanter en improvisant, de pas trouver les rimes. Après on me dit non mais on s'en fout des rimes, il n'y a pas besoin, il faut avoir du rythme et c'est tout. Et la peur est un merveilleux moteur d'improvisation. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais pour monter sur scène, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, j'ai le trac. Ah, c'est parfait. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venue. Et en fait en sortant de scène, il y a cette espèce
d'euphorie. Ouais. Donc je suis vraiment contente de faire de l'impro théâtrale et de se jeter dans le vide. Et la prochaine étape, du coup, pour moi, ce serait de chanter. Voilà. Mais si je pose la question, c'est parce que, tu sais, des fois, en improvisation, on a comme un réflexe de survie qui fait « Ah, j'aimerais ça recréer tous les moments qui ont bien fonctionné. » Quand, dans le fond, si on s'arrête et on étudie la chose, les moments qui ont bien fonctionné, c'est quand on a risqué. Ah oui, oui. Et de là, ma quête qui est où est-ce qu'on risque encore? Où est-ce que, là, donc toi, ça serait chanter? Ouais. Et sinon, l'impro en général, vers où elle devrait risquer? Moi, je trouve qu'en improvisation, il y a une tendance à vouloir trop parler, à trop verbaliser sur scène. Et je pense que ça, c'est une conséquence de la peur qu'on a du vide. Ouais. Qui m'arrive à moi également sur scène, où j'ai tendance à trop parler pour combler le vide. Alors que je trouve qu'il y a des scènes avec des silences qui sont beaucoup plus poétiques, qui sont beaucoup plus riches de sens même, parce que le spectateur peut se faire sa propre histoire. Et même nous, les comédiens, on peut avoir une complicité dans ce silence-là. Et donc un challenge, ce serait, mais je pense que ça existe aussi en fait, c'est un spectacle improvisé sans parole. Mais ça existe. Vous le faites aussi? Je l'ai fait plusieurs fois, puis c'est... on se permet de faire des sons. On se permet de... Mais même, on demande au public de pas parler non plus. Ouais. Et c'est magnifique parce que... Il y a une grande peur chez le public de faire « Oh mon Dieu, je vais aller voir des gens qui vont jouer sans parler pendant 1h15, 1h30. » Et à la fin, ils nous disent « Mais on a tout compris! » Et tu fais « Mais oui, parce qu'on passe des bonnes parties de nos journées sans parler. On vit des choses, on vit énormément de choses sans parler. Et même quand je donne des formations, souvent, c'est pas la réplique qui va donner plus d'informations, c'est comment elle est dite et comment elle est... la position de la personne qui va la dire, l'intention, je suis content que tu sois là. Il y a des fois un double discours, donc c'est ça. Dans le non-dit, il y a beaucoup de choses à explorer. Je suis totalement d'accord, et il y a un duo que j'ai découvert, mais dont j'ai oublié le nom, ils m'excuseront. Je sais que c'est Karen Moreau qui joue dedans, peut-être que tu connais. C'est la page blanche. On l'a fait avec eux, le spectacle sans parole, parce qu'ils ont sensiblement le même spectacle que nous. On l'a joué avec eux à Toulouse cette année. Ils sont dingues, et en fait je les ai découverts aux 72 heures, aux 78 heures, je sais plus parce que les heures augmentent chaque année. Ça doit être 72. 72, je sais plus. Ah, peut-être, ils ont rajouté des heures. Je crois que cette année c'est 78. Ah. Ouais. D'accord. Et du coup je les avais découverts l'année dernière et j'ai été bluffée quoi. Et c'est Boris Petitou. Oui. Petitou. Boris Petitou et Karen. Et voyons, son nom m'échappe, leur musicien. Et voilà. Ah, je suis désolé. Désolée pour le musicien aussi également. Voyons. J'ai travaillé avec, je le connais. Bon, bref, désolé. Je suis désolé. Et voilà, et je trouve qu'il relève vraiment ce défi-là. Mais du coup, est-ce que c'est compensé par du mime à outrance? Évidemment, il y a du mime. Oui. Notre premier réflexe, tu vois, moi j'ai fait ce spectacle-là en me disant, quand on fait un match d'impro et qu'il y a une improvisation sans parole, on envoie celui ou celle qui est habitué de le faire, et on fait à peu près toujours un peu la même forme. On essaie des petits trucs de temps à autre, mais ça va souvent être quelque chose d'assez convenu. Là, je me disais, si on fait 1h15, 1h30, après 5 scènes où tu as joué à la Tex Avery ou encore Charlie Chaplin, qu'est-ce qui vient après? Et moi, c'est souvent là mes explorations, c'est de me mettre dans une position où, OK, j'ai creusé tout ce qu'on avait à creuser. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? C'est là que ça se passe. Et quel est
quel est pour toi le concept le plus novateur parce que je sais que donc tu as créé les productions de l'Instable. Oui. Quel est le concept pour toi où tu t'es dit j'ai vraiment essayé ou repoussé les limites de l'impro Oh, c'est une bonne question. C'est vraiment difficile à dire. Peut-être un spectacle pour lequel tu appréhendais le plus de jouer. Ben, avec le Dompteur, ça a été quelque chose de révélateur. Parce que dans le Dompteur, la plupart du temps, c'est moi le Dompteur. Je dirige des comédiens pendant qu'ils jouent. Et ça, il y a quelque chose de... Il y a vraiment une grande collaboration entre les Fauves et le Dompteur. Et on permet... moi, en tant que Dompteur, ça me permet de délier des choses, de pousser des choses de l'autre... Des trucs qui ne seraient pas arrivés si quelqu'un de l'extérieur avait pas dit « vas-y, fonce ». Parce qu'on a souvent cette petite voix en nous qui dit « vas-y, fonce » et l'autre qui vient tout juste après faire « eh, peut-être pas ». Et là, dans ce concept-là, il y a quelqu'un, puis moi je l'ai vécu dans les deux sens, de faire « vas-y, continue, plus fort ». Plus fâché ou peu importe ce qu'on se fait dire et de foncer comme en se laissant guider, ça a été très révélateur parce qu'après ça tu peux l'appliquer à toi-même et faire là je vais foncer par moi-même puis je vais me dompter moi-même pour aller plus loin. Mais sinon sans parole ça a été aussi révélateur. C'est difficile. Mais je cherche en fait, je cherche des concepts parce que je veux faire des spectacles, mais il reste que ma quête initiale, c'est de trouver un moment organique où on part de rien, où la réplique que tu vas me lancer va faire en sorte que je vais comprendre où je suis, sans même que toi t'en aies une idée exacte. Tu vas dire quelque chose sans savoir où tu t'en vas exactement, mais moi, ça va me révéler des choses qui vont me faire réagir et qui vont te révéler des choses à la suite. Et ensemble, on va trouver notre chemin sans même savoir, sans même anticiper où ça s'en allait. C'est vraiment ça que je cherche en ce moment. Sans construire, en fait, sans fabriquer, toi, tu veux essayer de trouver une manière d'improviser organiquement et que ça vienne de rien? Ben, je pense que c'est ça. Quand on atteint des... Bon, évidemment, il y a de l'impro où la performance prend le dessus puis on fait « Oh, wow! Ils ont fait un supérieur, bravo! » Mais quand on atteint quelque chose de vrai... En impro, c'est parce qu'on a réussi, c'est parce qu'on s'est pas projeté 30 secondes, 1 minute ou 15 minutes plus tard dans l'improvisation, c'est parce qu'on était dans le moment présent. J'en parle souvent dans les podcasts, mais quand j'ai vu Tandem de Patrick Spadré et Nicolas Tondreau à Toulouse, et je les voyais, moi, avec mon œil... de tigre. De tigre, oui. Non, mais je les voyais prendre une direction. J'en voyais un prendre une direction et l'abandonner tout de suite parce qu'il acceptait que ce n'était plus ça. Tandis que des fois, on veut comme forcer, garder et c'est là, je trouve que ça devient plus artificiel. Et ma quête, c'est vraiment le jeu organique. Je sais pas si tu connais Mathieu Loos. Ben oui. Moi j'ai Slow avec Mathieu Loos et j'ai l'impression que ça ressemble à ça en fait. C'est que lui, il part vraiment de rien. J'avais fait un stage avec lui à Paris il y a quelques années. Et c'est vraiment partir de ce qui est présent dans l'ici et maintenant et un bruit, un craquement du bois ou un vent ou vraiment partir de notre ressenti kinesthésique un peu de ce qui nous entoure pour créer organiquement et se laisser complètement guider par ça.
Ouais, de pas avoir Et la ça, je trouve prétention ça- de faire je vais écrire cette impro. Ma comparaison, c'est des fois on pense que l'impro c'est monter à cheval et faire je vais diriger mon cheval dans cette direction, quand dans le fond l'impro c'est peut-être plus faire du rodéo et faire je vais essayer de rester sur la bête. C'est une belle métaphore. Ouais, parce que c'est pas moi qui guide, c'est moi qui Qui me laisse qui guider. réagit, Ouais. qui me laisse guider complètement. C'est une belle conclusion ou c'est... C'est une très belle conclusion. Ben, merci Valentine. Bah, merci Frédéric. Ça fait plaisir de te voir de passage à Paris, Ah ben, c'est... complètement en plus, il fait beau. jet-lagué. Ah, totalement. Euh, Valentine Nogalo, improvisatrice qui a travaillé sur un mémoire sur la pratique de l'improvisation théâtrale et qui a fait la comparaison entre l'improvisation au Québec, en France et Auprès des collégiens. auprès des collégiens. Je peux recommencer aussi. Attends. Faudrait que je synthétise un peu plus. C'est pas facile, hein, mais Ouais. tu peux dire. Bah non, tu peux dire improvisatrice et qui a fait une. C'était bien ce que tu as fait, une étude sur. Mais moi, je trouve que t'es presque historienne. Ben, c'est du fait de. Est-ce que tu as pu lire un bout du mémoire ou pas? Je sais pas encore. Parce que je trouvais ça passionnant, mais j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire du théâtre au Québec Ouais. et sur aussi les questions identitaires que les Québécois Ah oui, ont ben oui. et qui se ça- retranscrit dans l'histoire théâtrale. C'est-à-dire que... Bon, bref, rapidement. C'est long à décider. Ah, on va enregistrer c'est ça. enregistré ou pas? Oui, ça enregistre encore. Encore? Ça n'a jamais de fin. Non, ce que je trouvais très intéressant dans le cadre de cette recherche, c'est que du coup j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire théâtrale au Québec, l'histoire théâtrale en France pour comparer. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que il y a eu du théâtre québécois qu'à partir des années 50. Donc c'est très 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 Ouais. tardif. Il y avait du radio-théâtre, mais oui. Parce que, en fait, de ce que j'ai lu, le théâtre au Québec, c'était du théâtre qui se calquait sur le théâtre anglais, français et nord-américain. Ou américain. Et que du coup, le match d'impro, qui est clairement inspiré du hockey sur glace, comme tu le disais, ça a été une forme que les Québécois ont pu s'approprier. C'est-à-dire que les comédiens québécois en avaient marre de tout le temps soit jouer des textes anglais, français, d'avoir un jeu déclamatoire qui est très français. Il y avait même des comédiens français qui venaient au Québec pour jouer dans les théâtres québécois. Et en fait, Ouais. le théâtre professionnel québécois a émergé que très tardivement dans les années 50. Et c'est intéressant de voir que, du coup, le match d'impro, il est né à l'initiative d'une création. C'était le Théâtre expérimental de Montréal, que tu dois connaître. Oui, complètement. Et qui dit expérimental dit que Robert Gravel, si je me trompe pas, Paul Pelletier, une comédienne québécoise, et Ouais. Jean-Pierre Ronfart ont créé cette institution. Et en gros, ils se sont dit, nous on en a marre, on veut expérimenter, on veut avoir notre forme de théâtre, on veut avoir des nouvelles formes d'écriture théâtrale, on veut s'approprier le théâtre pour les Québécois. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de recherches, d'expérimentations entre faire des pièces théâtrales transdisciplinaires avec la sculpture, le théâtre, Le zoo, et l'improvisation théâtrale en fait, qui a émergé au Théâtre expérimental de Montréal. Et qui a été une forme, si je me trompe pas. Il y en mais- avait avant aussi. Il y en avait aussi avant du match d'impro. Après, je connais Keith Johnston qui lui a fait du. Mais c'est à peu près en même temps, ça. Oui, le C'est à Theatre peu près en Sport. même temps, ouais. Oui, c'est la même année, je crois. C'est la même année exactement, ouais. Mais Ça a non, mais émergé. sinon, ce dont je parlais, le Grand Cirque ordinaire, ça a été avant, en 69. Ah, ok. Mais, Et en fait, je trouve qu'il y a. On dit très souvent que le match d'impro théâtral a émergé parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans les théâtres, que machin. Et en fait, j'ai découvert que c'était une fausse croyance. ah ouais? Peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Non, mais vas-y.
Et qu'en fait, le match d'impro théâtral a émergé dans ce contexte de volonté de créer de nouvelles formes, d'expérimenter des nouvelles formes artistiques. Mais leur but, c'était de créer de nouvelles formes. Tu sais, ils jouaient des pièces dans les ruelles, des pièces de 7 heures, le zoo où il y avait des gens en cage, puis... Mais est-ce que la première mais raison... le match, en tout cas, moi, ce que j'en connais, c'est que c'était sorti comme pourquoi il y a autant de monde au Forum de Montréal et les gens ont du plaisir, puis dans les théâtres, ben, il manque de monde, puis les gens s'amusent pas autant. Okay. Et de là est sorti, semble-t-il, une blague, ben on va faire un mélange des deux. Et c'était supposé de durer 4 soirées. C'était un test. C'était même pas un test, c'était comme, hey, on va le faire, puis on verra ce que ça donne, puis après ça, on continue à notre autre projet. Mais du coup, moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas plus né le match d'impro parce qu'il y avait cette volonté de créer des formes nouvelles de théâtre où on se l'approprie? Je pense que oui. Plus que pour remplir les salles? Non, c'était pour pas nécessairement remplir les salles, mais plus faire comme expérimenter quelque chose de festif. Oui, c'est ça. Comme le match de hockey peut l'être pour les gens. De populaire, accessible. Puis quand tu parlais de crise identitaire, ben vous lancez des pantoufles ou des bas. Nous, on lance des couvre-chaussures, des claques, comme on appelle. Ouais. Et que ça rappelle... Ça, c'est pas pour rien qu'on lance ça. C'est Maurice Richard, et moi je suis même pas un fan de hockey, là. Je suis vraiment pourri, mais Maurice Richard qui était le meilleur joueur de hockey, et c'était un Québécois, un franco-canadien qui s'était fait sortir d'un match par des anglophones, par un arbitre anglophone. Semble-t-il que ce serait l'étincelle qui aurait mis le feu aux poudres de l'identité québécoise, puis après ça, de là serait né un mouvement québécois. Ben, parce qu'avant, on était franco-canadien. Exactement. Et c'est pour ça que je m'interrogeais sur l'émergence du match, non pas pour la seule et unique raison parce que les salles étaient vides, mais parce qu'il y avait aussi peut-être des facteurs identitaires qui expliquaient ces nouvelles créations-là, le fait que des auteurs veulent s'affirmer comme auteurs québécois et non pas comme auteurs français-canadiens, comme tu dis, franco-canadiens. Ah oui, mais ça, c'est arrivé avec les Belles-Sœurs aussi. Je veux dire, en 68, quand Michel Tremblay, ils ont produit sa pièce Les Belles-Sœurs, c'était la première fois qu'une pièce était jouée dans notre langage, parce qu'avant ça, c'était tout le temps dans un langage soutenu. Ouais. Oui, il y avait des... si on va dans le Marcel Dubé, il y a des petites tournures québécoises, mais dans Les Belles-Sœurs, c'était la première fois. Et même que ça fait un tollé, là, ça en parlait aux nouvelles. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec notre théâtre? Mais maintenant, ça fait 50 ans, puis c'était un moment marquant. Ça a vraiment marqué le début de l'appropriation de notre culture en tant que Québécois. Ouais. Mais le match, je te dirais en 77, c'était déjà passé ça. On continuait. Puis là, il faudrait peut-être demander aux gens qui étaient là plutôt qu'à moi qui avait 2 ans. Mais ni à moi qui n'étais pas née et qui ne suis pas québécoise. Hein. Mais je pense que et de ce que j'en ai entendu, je crois que c'était une soirée arrosée. Oui. Et qu'on a fait... Pourquoi pas, nous, faire ça, puis avoir autant de plaisir, que c'est parti d'une expérimentation pour voir. Et moi, je trouve ça très noble j'ai envie, moi, de faire ça, de faire, OK, on a essayé le match, qu'est-ce que je vais essayer d'autre? C'est ça que je veux faire. Et quand on regarde aujourd'hui l'impact qu'a le match partout dans le monde, c'est impressionnant.
Et aussi tous les formats aussi qui ont émergé même parfois avant le match, quand on repense à Chicago avec Second City, et puis même maintenant Keith Johnston, et puis les longs formats. C'est impressionnant. Ah ouais, mais là, il y a de toutes sortes. Puis je trouve qu'en France, ça évolue beaucoup. À Lyon, c'est fou. Un peu partout. À Brest aussi, ils font un format qui s'appelle, tu dois sûrement connaître, qui s'appelle Lightbox. Oui, je connais. Et en fait, avec Frank Buzz? Avec Frank Buzz, ouais. Et je trouvais ça dingue, en fait, d'essayer de mêler plein de disciplines entre elles. Là, c'est le matériau de la lumière et comment on improvise avec la lumière. Et puis on a parlé de la page blanche à Toulouse, comment on improvise avec le silence. Et puis... les gens qui écoutent le podcast vont être tannés de m'entendre parler de ça, mais parce qu'ils vont dire fais-le, arrête d'en parler. Mais on travaille en ce moment avec une scénographe et une éclairagiste pour s'approprier la scénographie, pour nous faire parce que Lightbox, ils ont de l'éclairage, mais c'est rare qu'on aborde la scénographie comme point de départ pour jouer. Parce qu'habituellement, on fait de l'impro. OK, ici, c'est bien. Ouais, on va enlever ce haut-parleur de la scène, puis OK, on va mettre une chaise ici. C'est bon. Oui. Et je trouve ça super, en fait, même ce que tu fais avec les productions de l'Instab, qui est d'expérimenter, de chercher des nouveaux concepts qui se font pas déjà, ou d'approfondir des concepts aussi qui existent déjà. Ouais, parce que j'ai pas la prétention d'inventer des choses, j'imagine que ça existe ailleurs. Je pense qu'il y a énormément de concepts qui existent déjà, mais et comment s'en inspirer, et comment continuer à les travailler, et comment créer aussi des nouvelles choses à partir de ça. Et ça, c'est vraiment inspirant. Et je trouve que l'improvisation, en fait, l'acte même d'improviser, c'est un outil que j'appelle heuristique, c'est qui pousse à la découverte, en fait. Et plus on improvise, plus on découvre des choses. Généralement, les grands chercheurs, les grands scientifiques, ils ont découvert des choses parce que par hasard, en fait. Parce qu'ils improvisaient, ils faisaient autre. Oui, complètement. Ils s'y attendaient pas, ils improvisaient, et bam, une découverte. Ou des accidents. Oui. Ah, c'est par accident, on découvre plein de choses. J'espère que l'impro n'est pas un accident, mais... peut-être. Mais peut-être, ça peut être... Mais le match, je crois que le match l'est. Ben oui, parce que tu parlais que c'était après une bonne soirée, peut-être que c'était un accident. Et oui, quand même, hein, c'est impressionnant. Et c'est super de voir que maintenant, en fait... tous les jeunes de la France... Tout le monde entier pratique l'impro. Non, mais c'est drôle, là, quand même. Toi, tu travailles sur un truc qui rassemble... Combien de jeunes Français? Alors... Aujourd'hui, dans le cadre du trophée d'impro Culture Université, on travaille avec plus de 900 collégiens en France et donc 16 compagnies de théâtre d'improvisation professionnelle en France. Bon, et ça se diffuse en fait. C'est sûr qu'il y a de ça 40 ans, ils se sont pas dit « Et un jour, il y a 900 jeunes en France qui vont se rassembler ». Pour faire un tournoi. Ouais. Et non, eux, ils se disaient, on va faire 4 soirées. Mais si notre salle est à moitié pleine, tant mieux. Et la maison Beaujeu, il y avait une poutre dans la patinoire. Ah oui? Oui, c'était tout petit. Il y avait une poutre dans la patinoire. Tu sais, c'était... Et quand on y pense aussi, il y a quand même... l'ancien président de la République, François Hollande, qui a assisté en 2014 à un match d'impro. Et on s'est dit, c'est incroyable en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un outil pédagogique super, un outil artistique super, mais qu'on a encore quand même pas mal de chemin à faire pour le légitimer et pour se faire reconnaître par les autres disciplines, par les politiques publiques. Mais j'ai vu en 2017, en juin, Yvon Leduc qui avait reçu la médaille de l'Assemblée nationale par le ministre Luc Fortin, c'est ça? Je connais pas tous mes ministres, mais oui. Et du coup, je me suis dit, c'est super qu'il y ait déjà une première reconnaissance.
Ça suivait le manifeste, il me semble, qu'il y a eu à la Il y a eu une motion de reconnaissance à l'Assemblée. Ça a été accepté à l'unanimité, mais ce qui a été accepté, c'est oui, nous reconnaissons et nous allons éventuellement l'aborder un jour. Ça, c'est ce que je comprends de la chose. On a quand même un espoir que ça continue dans la bonne voie. Mais moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de jouer. Exactement, et c'est une très belle conclusion. Là, c'est une vraie conclusion. Ouais. Parfait. Si tu veux que je te répète, tu me dis. Non. Attends. Tu veux juste faire Valentine Nogalo. Ouais, c'est ça. Attends, Vogalo. Nogalo. Nogalo. N-O-G-L. Oui, c'est ça. Et toi, on dit Barboussi ou Barbouchi. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.